Bienvenue tout le monde. En attendant que les gens rentrent dans la salle, je m'appelle Dorothy Alexandre, donc bienvenue de nouveau. Et pour celles qui viennent de nous rejoindre pour la première fois, bienvenue. 61 personnes en ligne, nous attendons quelques minutes, 1 minute ou 2 pour attendre que quelques autres personnes se joignent à nous et puis ensuite nous allons commencer. Alors, bienvenue parmi nous. Bienvenue. Mon nom est Dorothy Alexandre. Je serai votre animatrice pour ce sommet virtuel Renforçons nos communautés. Si vous vous joignez à nous pour la première fois, donc je vous invite peut-être à indiquer dans le clavardage votre nom et de quelle partie du pays vous vous joignez à nous. Donc, tranquillement, mais sûrement, les gens se joignent à nous. Tranquillement, mais sûrement. Le nombre augmente. On va commencer dans quelques secondes. Soyez les bienvenus tout le monde. 67 personnes en ligne. Je commence donc en quelques secondes officiellement parce que nous avons une bonne discussion qui se profile à l'horizon. Donc, commençons. Je vois que le nombre de personnes augmente tout doucement, mais davantage de personnes se joindront à nous. Donc, bienvenue de nouveau à celles qui étaient déjà en ligne avec nous et bienvenue à celles qui viennent de se joindre à nous. Nous sommes ravis de vous accueillir à cette session virtuelle du sommet renforçant nos communautés sur des réponses émergentes des communautés pendant la pandémie. Je m'appelle Dorothy Alexandre, mon pronom est elle, she and her in English, et je suis votre hôte pour ce sommet virtuel. Comme nous venons de le dire cet après-midi, nous avons eu de bonnes discussions à venir. Cet après-midi, nous avons eu une discussion sur scène. Cet après-midi, il y aura un programme pour vous, les participants en ligne. Le sommet Renforçons nos collectivités est un événement national et la plupart des personnes qui se joignent à nous aujourd'hui vivent sur des territoires traditionnels des Premières Nations, des Métis ou des Inuits. Nous sommes reconnaissants de cette occasion qui nous est donnée de nous rencontrer et de travailler sur ce territoire, mais nous tenons à souligner que la reconnaissance des terres ne suffit pas et que nous devons rechercher la vérité, la réconciliation, la décolonisation et être des alliés dans un effort continu de rétablir l'ordre de toutes nos relations. Donc, cet après-midi, on est rejoint, entre autres, par plusieurs panélistes et, bien sûr, une modératrice, c'est-à-dire Aldélie Albanrena. Elle est de la Laidlaw Foundation, donc la Fondation Laidlaw, et aussi un panel composé d'Aileen Boissonneau et Loli Rico. De quoi vont-elles nous parler? Elles vont nous parler de ce qui est nécessaire aujourd'hui pour pouvoir remplir les lacunes, donc vraiment combler les lacunes, devrais-je dire, dans tout ce qui a trait aux réponses d'urgence, donc la gestion des réponses d'urgence et surtout lorsque ça a lieu pendant une pandémie. Donc, la pandémie, bien sûr, nous a appris beaucoup de leçons. Aujourd'hui, elles vont nous en parler. Avant de commencer, je voudrais vous dire que nous disposons d'un service plutôt d'interprétation simultanée anglais-français. Veuillez cliquer sur l'icône du globe terrestre au bas de votre écran pour sélectionner la langue de votre choix. Donc, veuillez noter qu'il s'agit d'un événement bilingue. Donc, on vous invite à sélectionner la langue de votre choix sur l'icône du globe qui apparaît sur votre application Zoom et vous pouvez choisir le français ou l'anglais. On offre également des services de sous-titrage en français et en anglais. Donc, on vous invite à cliquer le lien qui apparaît dans le clavardage, donc dans la boîte de chat, et ça va vous permettre d'ouvrir ce sous-titrage dans une autre fenêtre sur l'appareil que vous utilisez, que ce soit votre cellulaire, votre portable ou votre ordinateur. Si vous avez des questions pour les conférenciers, veuillez les inscrire dans la boîte de réponses et questions et l'équipe les adressera aux conférenciers à la fin de la session si le terme le permet. Donc, nous avons également la chance d'avoir un graphiste, artiste visuel qui va créer une illustration dynamique de la conversation de nos panélistes. Elle s'appelle Adrena. Elle va brancher
caméra. Si vous voulez son travail au fur et à mesure, vous pouvez regarder, vous pouvez mettre cela sur votre écran en mettant cela où vous voulez. À la fin de la discussion, nous allons demander à Adriana de présenter l'interprétation visuelle de cette conversation au public. Bonjour. Et je crois que c'est vraiment une initiative très inspirante de pouvoir allier l'art avec le sujet d'aujourd'hui, donc c'est-à-dire tout ce qui a trait à la lutte contre les violences genrées, compte tenu que l'on sait que l'art a cette capacité de toucher les cœurs, de toucher les esprits et surtout de contribuer à la transformation de nos sociétés. Maintenant, un peu plus tôt, je le mentionnais, on est dans un espace sécuritaire qu'on a appelé Brave Space, un Brave Space. Donc, on se fait une promesse. On a un engagement les uns envers les autres, les unes envers les autres. Qu'est-ce que c'est? C'est que le sommet se veut être un espace anti-oppressif et inclusif qui est fondé sur des valeurs intersectionnelles féministes et aussi dans un cadre de justice transformative. Donc, on demande à toutes les personnes qui participent au sommet, qu'elles soient en présentiel à Ottawa ou ici en ligne, d'être respectueux et d'être respectueuses des identités, expériences et perspectives des autres personnes qui vous entourent. On vous demande alors de traiter chacun des participants et des participantes avec respect et bien sûr attention. Si vous êtes témoin ou victime d'un préjudice ou un inconfort sévère pendant l'événement, veuillez nous envoyer un message à l'adresse que vous voyez à l'écran. Vous savez que cet espace d'encouragement est important. Si vous êtes ici, c'est parce que vous croyez à ces valeurs et nous vous demandons donc à l'avance de le faire. Maintenant, je passe la parole à Lélie pour mener la séance aujourd'hui. Donc, à vous la parole. Merci tout le monde de vous joindre à nous à cette séance virtuelle de réponse aux désastres. Je m'appelle Alendri Albanrena, je suis directrice des subventions et des initiatives communautaires à la Fondation Laidlaw. Nous avons la chance d'avoir tant d'entre vous qui se joignent à 16h30 heure de l'Est. Merci infiniment. Dans le chat, comme Dorothée l'a déjà dit, veuillez partager votre nom, vos pronoms, le territoire où vous vous trouvez. Et si vous savez quel est le territoire sur lequel vous vivez, faites-le. Et il y a Mélissa qui a mis un lien nativland.ca est une excellente ressource pour savoir sur quel territoire vous vivez. Et comme cela, on peut s'aligner avec la solidarité dont Dorothy parlait. Alors, avant de commencer, je vais également faire une reconnaissance territoire avec la compréhension qu'évidemment, il faut passer au-delà, mais c'est toujours important de reconnaître le territoire sur lequel nous nous trouvons. Je me trouve sur le territoire de plusieurs nations, y compris les Mississauga, les Credit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat, où il y a plusieurs Premières Nations, Inuit et Métis. Toronto est couvert par le traité numéro 13. Donc les Mississauga du Crété et le traité Williams est signé avec plusieurs, donc les Mississauga et les bandes Chippewa. Pour moi, qu'est-ce qui est important? En tant que personne noire élevée à Tiohtià:ke, qui est connue sous le nom de Montréal, nom colonial, donc de parents qui sont afro-péruviens. C'est important de parler de colonisation, des établissements et notre relation aux terres et ceux qui s'en occupent. Donc, pour cela, je parle d'un passage de la Noirceur des gens en tant que collectivité. Voici. Le territoire a été volé des peuples autochtones et des Africains, donc esclaves, sont venus pour bâtir des villes.
Et ces villes sont donc créées grâce au labeur volé. On ne peut pas penser à cela sans penser à cela. Nous nous invitons à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez, où que vous vous trouvez dans les Amériques du Nord, aux Antilles et au Sud. Et nous rendons compte que tout a été fait grâce donc au labeur et ressources volées des peuples noirs. Nous allons commencer. Je voulais vous donner un peu de contexte à la conversation d'aujourd'hui. Nous avons de très bonnes panélistes. Je suis ravie de voir une bonne discussion dans le chat et ici. Et je suis ravie de voir quelles questions seront posées plus tard. Mais pendant la pandémie, la Fondation canadienne des femmes a travaillé avec des professeurs dans le domaine de la gestion des urgences pour mener des recherches sur les interventions au niveau des urgences, au niveau provincial et territorial. Les chercheurs ont trouvé qu'il n'y avait pas de preuves qu'une analyse de genre plus a été appliquée dans les plans d'intervention et de gestion des urgences dans les provinces et territoires. Ça veut dire qu'aucune réponse menée par l'État considérait les différents impacts de la COVID-19 de façon qui tenait compte de l'intersectionnalité entre les gens. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne tenait pas compte de la race, de genre, donc des handicaps de classe ou autres euh, autres aspects? Merci donc à Mélissa d'avoir mis le lien dans le chat. Alors, nous avons pensé à autre chose. L'évaluation des risques dans les plans de gestion d'urgence ont été créés sans avoir pensé au vécu complexe des femmes et des personnes diversifiées sur le plan de genre, dont les Noirs, les personnes autochtones, racisées, les queers, les trans, les personnes en situation de handicap, ceux qui vivent avec peu de travail, d'argent ou ceux qui travaillent dans une économie informelle, ceux qui ont un statut d'immigration précaire, ceux qui n'ont pas de documents et tant d'autres personnes qui ont dû vraiment se protéger eux-mêmes. Ceci a mené à des conséquences telles que la maladie, le décès, les difficultés économiques, un impact sur la santé mentale et beaucoup de violences genrées. Et pour les personnes qui connaissaient beaucoup d'oppression et de marginalisation dans la société. À cause du fait qu'on n'a pas pu centrer ces personnes qui allaient connaître le plus grand méfait, les organisations de services et les dirigeants communautaires doivent donc combler les lacunes importantes quand il y a des urgences. Cela crée le problème suivant, c'est que ça crée une situation d'invisibilité pour les personnes prémentionnées. Pour parler de cela, nous avons des panélistes formidables qui vont parler de la façon dont elles ont mené des réponses fondamentales pour que personne ne soit laissé pour compte. Donc, nous allons donc demander à Eileen de faire sa présentation. Bonjour, bon après-midi tout le monde. Je suis ravie d'être ici. Je m'appelle Eileen Boissonneau. Je suis Ojibwe de la Première Nation Matagami qui se trouve dans le nord-est de l'Ontario, la région du traité numéro 9. Et nous faisons partie des 49 collectivités de la nation Anishinaabe. Je travaille dans ma collectivité comme directrice de la santé et je m'occupe du programme donc de gestion des urgences et d'intervention en cas de crise. Je suis mère de 2 fils adultes et grand-mère de 2 petits-fils.
En ce qui concerne la gestion des urgences dans ma collectivité, cela remonte au début des années 2000 quand on a commencé à avoir des catastrophes naturelles et un impact sur nos collectivités et nos membres. Nous n'avions rien de préparé à l'époque. Nous avons commencé à garantir qu'on a créé un plan d'intervention et en cas de crise et de gestion, puis on a adapté cela à nos collectivités, nos avoirs. Il fallait savoir quels étaient les avoirs à gérer. Et ensuite, on a élaboré un plan propre. Cela a pris plusieurs années. À l'époque, savez-vous, quand nous avons commencé à le faire, nous avons commencé à connaître plusieurs facteurs. Notre collectivité devait faire quelque chose pour lutter contre. On a travaillé avec les dirigeants, différents directeurs des différents ministères. Ensuite, nous avons offert des cours. J'ai essayé d'avoir accès à n'importe quelle formation possible et imaginable pour que je m'éduque, pour que je sache quoi faire dans ma collectivité. En ce qui concerne les catastrophes naturelles, on pense peut-être avoir le plan parfait, mais cela ne marche pas nécessairement dans tous les cas. J'estime que ce n'est pas des erreurs. Il faut passer par là pour trouver un plan idéal. Nous ne savons jamais ce qui va se passer jusqu'à ce qu'on soit face à un désastre ou une catastrophe. Il y a eu des catastrophes naturelles. Toute une collectivité a dû être évacuée en 2013. En 2014, il y a une déclaration partielle donc, qui visait une évacuation pour les personnes les plus vulnérables. Nous n'avons qu'une seule route d'accès, savez-vous, et cette route a été inondée. Puis, sur le territoire national, on a eu un problème vis-à-vis de la qualité de l'eau par la suite. Et quand on vit dans le Nord, on ne sait jamais ce que l'hiver va donc amener. Et nous avons eu une tempête de verglas en 2016 où il y a eu état d'urgence déclaré parce que c'était vraiment très pénible. En 2018, il y a eu des incendies de forêt, problèmes de qualité de l'air, des avis qui a eu un impact sur nos communautés où il y avait beaucoup de fumée pendant plusieurs journées. Si les gens ont des maladies respiratoires, ce genre de situation a un impact direct sur leur santé. Il fallait penser à une stratégie pour aider ces personnes à rester en sécurité. Tout d'abord, on leur a demandé très gentiment s'ils voulaient rester à l'intérieur, mais ils doivent vaquer donc aux tâches quotidiennes. Parfois, ils doivent quitter leur maison. Puis, pour revenir au plan d'intervention en cas d'urgence, le plus grand message appris, c'était ce qui suit. On a pensé à toute une semaine et demie de sévices, de problèmes. On s'est dit, comment est-ce qu'on peut changer la donne? Comment intervenir de meilleure façon? Donc, on a ajouté un peu de culture dans le plan. C'est essentiel. Quand on est déplacé de la collectivité où l'on vit, on veut garantir que l'on soit vraiment pas trop perturbé, surtout si on n'a pas l'habitude du changement. Les aînés étaient grandement touchés. Les aînés aiment bien pratiquer leur propre tradition. Puis on s'est dit, il fallait avoir un espace pour les personnes qui veulent pratiquer leur tradition.
Et il fallait être sûr que les familles, les enfants étaient donc en sécurité, qu'on s'est occupé d'eux. Et il fallait bien faire attention aux besoins médicaux, aux besoins en santé mentale. Donc, c'était vraiment quelque chose qui a pris du temps. On a besoin d'appui de la Première Nation pour vraiment pour pouvoir faire ce qu'il faut. C'est tout pour moi. Merci, Eileen. Maintenant, je vais demander à Loli si elle peut faire sa présentation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je m'appelle Loli Rico. Je travaille au Centre réfugié FCJ. Je vais expliquer qui nous sommes et ce que nous avons fait dans la collectivité. Nous travaillons avec les réfugiés, les personnes qui font l'objet de traite humaine et surtout exploitées sur le plan du travail. Chez nous, nous desservons des personnes à des endroits différents. Il y a un programme d'établissement. Il y a un foyer où nous accueillons les femmes et les enfants. C'est une maison de transition, ils s'entendent. Il y a une zone de protection des réfugiés où on aide ces personnes à passer par le processus. Pour ceux qui sont en train de rechercher un statut de réfugié. Pendant la pandémie, tout s'est arrêté. Alors, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut maintenir nos portes ouvertes? Comment on voit cela au quotidien? 30 à 60 personnes frappent à notre porte par jour. Eh bien, ce n'était pas juste les entreprises, les organisations qui ont fermé les portes, les frontières également ont fermé. Alors, on s'est demandé comment appuyer ces personnes néanmoins. Quand le gouvernement a annoncé qu'il y avait des fonds d'urgence, ces personnes n'ont pas pu en profiter. Alors, on s'est demandé comment est-ce qu'on peut faire du travail d'intercession. Nous sommes à Toronto, avec la ville de Toronto. Nous avons voulu réagir aux besoins des personnes. Quand je parle des collectivités vulnérables qui sont laissées de côté, je parle de ceux qui étaient c'était des victimes ou des survivantes de traite humaine et des personnes qui n'étaient pas nées au Canada, et d'autres personnes, des travailleurs migrants, des visiteurs, des étudiants, des demandeurs d'asile, etc. Nous avons essayé de voir comment réagir et nous avons cherché des façons de communiquer. Non, d'abord la technologie, mais parfois cela posait des problèmes, il s'entend. Et autre chose, on voyait que on nous téléphonait. On disait de la violence genrée parce que les personnes étaient isolées et ces personnes ne savaient pas où elles pouvaient s'adresser. Nous nous sommes adressés à la ville de Toronto pour voir comment appuyer ces personnes. On a essayé de chercher des façons d'offrir de la nourriture. Beaucoup de personnes sans statut n'avaient pas de salaire, n'avaient pas accès donc à des fonds que d'autres avaient. Et les travailleuses et travailleurs de première ligne devaient faire face directement à la COVID. Qu'est-ce qu'on a pu faire? On a créé un fonds temporaire de la COVID pour offrir un financement aux collectivités touchées par la COVID. On a créé des webinaires par Zoom. C'est intéressant. Nous sommes toujours en train d'avoir des webinaires sur Zoom. Cela nous a aidé à vraiment avoir accès au foyer. On a offert des cours en anglais et ces cours ont
été donné aux femmes avec des enfants. On a pu expliquer quels étaient leurs droits. Dans les cours en anglais, il y avait donc, on a expliqué comment commencer à chercher des renseignements sur l'immigration parce qu'une menace rencontrée, surtout si le partenaire amenait les femmes, c'est que le partenaire va donc divulguer leur statut à l'immigration. Donc, comment contacter ces femmes dans leur foyer? Puis, la distribution des aliments. On est allé chercher des bénévoles pour distribuer la nourriture, mais de la protection, l'équipement de protection personnelle. Mais on avait une clinique donc de soins primaires et les gens sans statut avaient peur d'aller au grand centre pour être vaccinés. Et alors, on a commencé à demander si on faisait cela. Nous l'avons fait, effectivement. Nous avons pu vacciner plus de 1000 personnes ne détenant pas de statut. Je crois que j'ai presque plus de temps, mais je vais vite vous dire ce qui suit. Nous faisions de la défense auprès de la ville. Nous avons fait porte à porte pour savoir comment on peut avoir accès à ces personnes. Mais finalement, la ville de Toronto et la collectivité, finalement, se sont trouvés à essayer de donc épauler le problème. Le gouvernement ne pas vraiment compris l'intersectionnalité que ces personnes avaient et l'on n'a même pas essayé en ce qui concerne l'analyse donc de violences genrées. On a oublié les femmes migrantes, immigrantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Loli. Comme je vous ai dit, des panélistes formidables qui font du travail sur le terrain, du bon travail sur le terrain. Passons à notre période de questions modérées. Ensuite, nous allons passer à la période des questions que le public peut poser. La chose dont nous avons parlé lorsque nous étions rassemblés, c'était quels étaient les écarts ou lacunes que vous avez vus dans la réponse en cas d'urgence quand vous avez à voir avec les femmes noires, racialisées et diversifiées sur le plan du genre. À quoi ça ressemblait, combler les lacunes vis-à-vis de ce groupe de personnes, ces différentes personnes? Moi, je veux bien commencer, si vous le voulez bien. Bon, tout d'abord, ce que nous avons fait, qui a un impact sur les femmes dans toutes les communautés, nous avons fait la demande de financement par Service autochtone Canada. Donc, souvent, il y a un manque de financement, donc il faut en avoir davantage. Puis, il y avait des lacunes, d'autres lacunes. Quand il y avait des évacuations, il n'y avait rien en place pour la continuité des affaires. C'est l'interprète a bien entendu, le son n'est pas très bon. Il fallait tout mettre dans le plan. Puis, on se servait d'autres personnes pour nous épauler. Puis, il y avait un manque de formation, de cours dans les Premières Nations. C'est ce que nous avons remarqué, notamment ma Première Nation. Et les Premières Nations ont bien souligné qu'il fallait avoir leur propre coordonnateur de gestion des urgences. C'est la première fois que j'ai vu ça. Et depuis lors, j'ai demandé donc d'avoir quelqu'un qui coordonne notre plan. Donc, je laisse la parole à Loli maintenant. Ce que nous voyons, c'est que je suis tout à fait d'accord avec ce que Eileen a dit. Il faut des ressources. Comme d'habitude, les ressources pour les personnes sans statut n'existent presque pas du côté provincial ou fédéral. Dans la ville de Toronto, il y a très peu de ressources également. Mais ce n'est qu'un élément. Mais il y avait autre chose. Quand il y avait des réunions d'urgence, on n'a pas vu
comment le statut d'immigration peut avoir un impact sur ces personnes. Par exemple, si vous n'avez pas un numéro d'assurance sociale ou un numéro temporaire pour faire ces taxes, on n'avait pas accès au plan d'urgence ou fonds. Mais on ne s'est pas penché sur d'autres options pour autant. Puis, il y a un problème. Ce n'est pas tout le monde qui parle l'anglais ou le français. Et le niveau d'éducation en ce qui concerne la situation vis-à-vis de la pandémie était, eh bien, disons que ce qui était écrit, ce n'était pas dans un langage facile à comprendre, mais les migrants ou les nouveaux venus au pays, ils ont de la parenté dans le pays d'origine. Il fallait pouvoir leur expliquer qu'ils ne pouvaient pas aller dans leur pays d'origine parce qu'on ne pouvait pas voyager. Mais on n'expliquait pas la chose. On avait l'impression qu'on était en prison. Par exemple, les travailleurs migrants n'étaient pas au courant que les agriculteurs qui les embauchaient auraient des mesures de contrôle très strictes par rapport à la pandémie. Ils n'avaient pas d'autre option. Vous savez, les travailleurs ne savaient pas qu'ils allaient se trouver dans une situation très précaire et qu'ils seraient exploités, voire abusés. Et c'est ce qui se passe toujours dans les situations d'urgence. Merci à vous deux. Vous savez, c'est un sujet très important, surtout quand on pense aux interventions en cas d'urgence. Il faut surtout se rappeler que certaines personnes vont invariablement passer dans les mailles du filet. Par exemple, des personnes qui ne parlent ni l'anglais ni le français, pas les langues officielles. Et également ceux qui sont dans une situation précaire, qui n'ont pas de statut. Si on pense au soutien financier, par exemple, la PCU n'était pas accessible aux travailleurs migrants, à des travailleurs précarisés. Et Eileen, vous avez parlé de difficultés associées à une nouvelle situation. Et c'est le cas. Vous savez, parfois, c'est vrai que beaucoup d'institutions oublient de poser des questions fondamentales. Mais on ne peut pas simplement mettre de côté et se dire que quelqu'un d'autre s'en chargera. Il faut que ça fasse partie du plan. On ne peut pas être une arrière-pensée. Alors, ça m'amène à la deuxième question au sujet du déplacement et du deuil. Nous en avons parlé au sein du panel. On parle de déplacement et de deuil et comment cela se manifeste par divers moyens. Alors, le deuil, ou plutôt non, le déplacement de chez soi, parce que vous êtes délocalisé par une urgence, une catastrophe, vous ne pouvez pas rester chez vous, mais délocalisation également en raison de la violence genrée, de la violence familiale. Alors, il y a diverses forces motrices derrière cette délocalisation, ce déplacement. Et quand je pense au deuil, bon, évidemment, pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de deuil, beaucoup de décès, beaucoup de maladies, mais il y avait aussi ce deuil associé au fait qu'on ne pouvait pas voir les gens qui nous sont chers. On était en sûreté nulle part. On ne pouvait pas rencontrer les gens qu'on a l'habitude de voir. Et je pense que c'est manifesté un deuil particulier dans le cadre de la pandémie parce que ça a été un choc. Par opposition, par exemple, à une maladie auto-immune ou la situation de quelqu'un qui serait auto-déprimé.
vous avez beaucoup de gens qui voulaient renouer avec l'ancienne normalité et qui se sont de nouveau sentis abandonnés parce que cette nouvelle normalité, elle est bien différente de celle qu'on connaissait. Alors, je pense que cela est associé à beaucoup de deuil. Et une réflexion qu'on s'est faite, c'est comment le deuil et la délocalisation est-elle associée aux crises et aux catastrophes, surtout dans vos communautés, des communautés comme celles avec lesquelles vous travaillez? Et quelles sont certaines des stratégies que vous et votre organisme ont mises en œuvre pour en traiter? Alors, je commence par l'une ou l'autre d'entre vous, comme vous voulez. Eh bien, je me lance. Alors, ce que nous avons fait pendant la pandémie, parce que ça a été pénible pour tout le monde, ça a beaucoup touché les membres de ma communauté et cela a beaucoup touché les gens, quel que soit leur âge, parce qu'on savait qu'on n'avait pas beaucoup de personnel qui puisse prêter main forte. J'ai embauché un thérapeute traditionnel et une travailleuse sociale. Donc, une thérapeute certifiée dans le domaine occidental, si vous voulez. Alors, nous avons donné la possibilité aux membres de notre communauté de rencontrer l'une ou l'autre de ces personnes pour qu'ils aient accès aux méthodes traditionnelles et occidentales. On voulait que les deux leur soient offerts, qu'ils puissent en avoir le choix. Et étant donné qu'on ne pouvait pas les voir en personne, on leur a demandé, est-ce qu'on peut vous appeler? Est-ce qu'on peut surtout vous contacter si vous vivez seul? Et on a mis un code par couleur dans la communauté qu'on a remis à tous les ménages de la communauté. Et chaque couleur avait un nom. Alors, on avait une équipe de bénévoles qui se rendaient dans la communauté en auto tous les jours. Ils voyaient une couleur quelque part affichée sur la porte d'une maison, par exemple, cela signifiait qu'il fallait faire un contrôle auprès de cette personne. On voulait être créatif, si vous voulez, pour répondre aux besoins des gens tout en respectant les normes de distanciation physique. Mais on voulait ne pas les abandonner malgré tout. Il y a eu une augmentation de la toxicomanie, de la violence familiale, parce que les gens n'avaient pas l'habitude d'être isolés. Et vous savez, les gens consomment des substances illicites pour composer avec ce quotidien difficile. Et il y a beaucoup de médecines traditionnelles aussi qui ont été utilisées. Bon, même si on ne pouvait pas se voir en personne, les rassemblements étaient interdits, il y a eu beaucoup d'appels, de rencontres virtuelles pour aider la communauté dans cette situation très difficile, surtout quand on a vu que la violence familiale augmentait. On voulait, par exemple, s'il y avait des enfants, on voulait demander qui allait s'occuper des enfants. Enfin, on a dû faire beaucoup de remue-ménage et faire preuve de créativité, demander à notre équipe, nos prestataires de soins, nos gestionnaires de nous proposer des solutions. J'ai cherché des idées créatives parce que, vous savez, c'est long le travail de soins infirmiers dans la communauté. Alors, je dirais merci à notre infirmière de service qui a vraiment fait beaucoup pour notre communauté, Miigwech. Alors, lorsqu'on parle de délocalisation, de personnes déplacées, moi, je le vois en deux volets. Alors, nous, le personnel, car où je travaille, la vaste majorité, nous venons d'ailleurs, d'autres pays. Dans certains cas, nous sommes nouveaux arrivants ou alors réfugiés, et également avec les clients, la communauté. Et le personnel a été touché parce que le personnel, comme je le disais, vient d'ailleurs et il ressentait ce deuil. Il était au Canada
où on avait accès malgré tout à beaucoup plus de soins que dans les pays d'où ils venaient souvent. Pensez à l'Afrique, à l'Amérique centrale, à l'Amérique latine, à l'Asie. Alors ça, c'était stressant et on le voyait chez notre personnel. Au même moment, on devait réduire la présence du personnel. C'est pourquoi beaucoup de gens ont commencé à travailler en télétravail. Mais on avait ce sentiment de culpabilité parce que les gens voulaient qu'on les aide et on ne pouvait pas être présent. Et ça, c'est quelque chose qui a été difficile à vivre. Vous savez, la communauté avait déjà été déracinée. Elle était venue ici. Elle avait fait une demande de statut de réfugié, demande d'asile. Elle avait été trafiquée. Elle avait été l'objet de violence. Alors, elle avait déjà ce deuil, cette douleur. Et se rajoute à cela la COVID et le fait que maintenant, on est isolé. On commence, et je le dis parce que je suis une ancienne réfugiée, on commence à s'habituer à ce sentiment. On commence à travailler comme un automate. On était comme des automatons. On donnait de la nourriture, on donnait des cartes cadeaux. Comment est-ce qu'on peut les aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et d'ailleurs, je dois dire que les enfants étaient plus résilients que les autres, mais nous, le personnel, étant donné notre passé, on avait du mal. C'est pourquoi on a commencé à faire une rotation du personnel en personne pour essayer de voir comment allait le personnel aussi. Mais avec la communauté, on a aussi commencé la thérapie par les arts. Beaucoup de communication par les arts et également, là on parle d'adultes, on a vu aussi des enfants et des jeunes tous en ligne, qui n'avaient aucune communication, aucune relation. Alors, ce qu'on a commencé à faire, c'était très bien avec l'Université de Toronto. Ça s'appelle la boîte à musique. Et donc, ils recevaient des cours de musique et on a pu obtenir des dons. Par exemple, ils apprenaient à jouer à toutes sortes d'instruments et cela permettait de sortir de leur quotidien. Et avec les jeunes, ils jouaient sur Zoom aussi. Alors ça a été une des réactions, c'est-à-dire d'essayer d'avoir une vie malgré toutes les limites imposées par la pandémie. Et je pense que c'est comme ça qu'on a réussi à survivre. Je suis toujours épatée par le pouvoir de l'art. Le fait que l'art nous permet d'exprimer des choses bien difficiles à dire, à formuler en période de crise. Je pense que souvent, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. On n'arrive pas vraiment à exprimer nos sentiments. On sait, par exemple, qu'on se sent isolé, mais c'est difficile à expliquer. Alors, je pense que les arts sont un moyen formidable d'aider les gens à être plus conscients de ce qu'ils ressentent. Alors, on a eu des échanges vraiment intéressants. Cette idée du deuil et de la délocalisation. Ce que je pensais quand vous parliez, que vous disiez que vous étiez si reconnaissante de votre personnel, je pense que souvent, ce genre de travail, le travail des soins, est invisible. Souvent, dans les cas de plans d'urgence institutionnalisés, on ne pense pas forcément à la main-d'œuvre, aux gens qui sont responsables d'aider les autres et que ceux-là doivent composer avec leurs propres difficultés, leurs propres émotions. Mais comme Loli disait, si vous êtes membre du personnel d'une organisation de soutien, vous vous occupez des autres, vous aidez les autres, mais vous essayez de vous occuper de vous-même, de votre famille, de votre communauté en même temps.
Et souvent, ce sont des communautés auxquelles vous n'avez pas forcément accès pour une raison ou l'autre, parce que vous-même êtes délocalisé. Alors, je pense que c'est important de toujours réfléchir aux personnes qui sont absentes lorsqu'on a ces conversations. Ça, c'est quelque chose que les plans d'urgence auraient dû prévoir. Et malheureusement, souvent, ce sont les organisations sans but lucratif qui doivent offrir des services alors qu'elles ont très peu de moyens, mais elles le font parce que c'est dans un objectif communautaire et pour aider des personnes qui autrement n'auraient aucun soutien. Alors voilà qui me mène à notre prochaine série de questions. Y a-t-il dans le travail de soins des conseils à retenir et des mythes à déboulonner? On parle du caractère invisible du travail de soins féminin. On a beaucoup parlé de l'évacuation des enjeux autochtones, noirs, trans. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour nous aider à comprendre qu'il existe un mythe, par exemple, qu'on devrait déboulonner? Allez-y, Loli. Oui, le mythe, et c'est quelque chose qu'on observe, c'est que vous avez un nouvel arrivant devant vous, c'est comme si vous étiez, par exemple, devant quelqu'un, un nouveau-né. Et vous ne comprenez pas que ce sont des personnes qui ont beaucoup de compétences. Alors, avec la COVID, lorsqu'on a commencé à discuter avec les gens, qu'on a voulu les aider, on a voulu être accueillant, être chaleureux, mais on a voulu le faire de manière respectueuse. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas traiter les gens comme s'ils n'avaient pas de compétences. Vous savez, parfois, vous avez besoin d'aide vous-même. Je pense au fait que nous vivons dans un monde matérialiste et il y a un mythe aussi, par exemple, à l'effet que tous les hommes venant d'Amérique latine sont machos. Il y a peut-être une certaine vérité, mais il n'y a pas de présomption à avoir de ce point de vue. Vous ne pouvez pas servir une famille en vous disant, bon, le père sera macho. Ça, c'est difficile parce qu'on sait que les gens sont isolés, on doit beaucoup renseigner, mais pas en les isolant davantage en raison de leur culture. Et ça, c'est quelque chose qu'on observait. Les gens voulaient sauver les femmes. Et donc, parfois, peut-être qu'elles se disaient que ce serait mieux qu'elles quittent leur mari macho. Bon, sachant que le regard que l'on jette sur la famille n'est pas toujours sensible à la culture. Un autre mythe que j'aimerais déboulonner, c'est que la communauté racialisée latine est souvent perçue comme venant d'endroits où on n'était pas des cobayes, alors que ce n'est pas le cas. On était souvent utilisés comme cobayes. C'est-à-dire que ça a été difficile pour la communauté latine d'accepter un vaccin. Vous savez, lorsque vous venez de pays plus pauvres, moins développés, on fait des expériences sur vous. Alors là, vous arrivez au Canada et on vous dit, il y a un vaccin, il faut absolument le prendre. Ça a pris 6 mois pour le mettre au point. Là, c'est difficile lorsque vous venez d'un pays qui n'a pas le même développement que le Canada, que c'est possible de développer un vaccin en 6 mois. Alors, il y a eu beaucoup de réticences et ça a exigé beaucoup de travail de notre organisation pour essayer de tisser des liens de confiance avec la communauté.
Et on a déjà l'avantage, c'est-à-dire qu'on avait déjà 32 ans de présence auprès de la communauté. Et cette communauté nous fait confiance. Et c'est ainsi qu'on a commencé à déboulonner ce mythe, les mythes existants au sujet du vaccin, la désinformation, et pour commencer à les aider. Vous savez, on a déployé 18 cliniques de vaccins mobiles, surtout pour les personnes sans statut, et ça a bien réussi parce qu'on savait comment présenter l'information. Et aussi, le faire dans le respect. Si la personne ne voulait pas se faire vacciner, c'était son choix. Et c'est ainsi qu'on doit travailler, à mon avis. Quand vous êtes en situation d'urgence, vous devez avoir un plan de match. Je reviens à la question de l'intersectionnalité. Bon, je suis une femme, moi, je viens du Salvador, je suis une grand-maman, une maman, mais aussi, je suis canadienne. Il faut comprendre tous ces éléments qui constituent ma personne. Et je peux aussi dire que je suis privilégiée parce que, bon, je suis assez blanche et si je n'ouvre pas la bouche, on ne sait pas que je ne suis pas d'ici. Alors, je pense que cette analyse n'a pas été faite au niveau des gouvernements au tout début de la pandémie. Une fois que les gens commençaient à rejeter les vaccins ou rejeter les traitements associés à la COVID, ils ont commencé à se pencher sur la question. Ils auraient dû le faire à l'avance et c'était à prévoir. Eileen, à vous. Alors, un mythe au sujet des personnes racialisées. Je vais parler des personnes autochtones et des catastrophes naturelles, car trop souvent, on entend des observations négatives par rapport aux Premières Nations lorsqu'il faut les évacuer de leur communauté en raison d'une catastrophe naturelle. Et on sait tous que dans le nord de l'Ontario, tous les ans, les communautés côtières sont touchées par la fonte des glaces, qu'elles sont l'objet d'inondations et qu'il y a aussi des feux de forêt importants. Et ce mythe, ce stéréotype, ce préjugé, on dit, ah, les Premières Nations veulent toujours de l'aide. Mais on parle de la vie de quelqu'un. Et je pense qu'il faut davantage sensibiliser la population canadienne au fait que on doit garantir que ces personnes puissent vivre dans leur communauté. Il faudra peut-être les évacuer tous les ans. Vous savez, ces communautés ne peuvent pas simplement déplacer tout leur village. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ça coûte beaucoup d'argent. Et il faut trouver un territoire où s'installer. Existe-t-il? Sera-t-il possible de trouver un autre endroit où s'installer si on nous oblige à partir? Et l'autre enjeu associé à la pandémie, c'est que on sait tous qu'il y a eu beaucoup de problèmes du point de vue de la sécurité alimentaire. C'est devenu un problème non seulement pour les Premières Nations, mais également dans les communautés rurales et éloignées. Et un grand nombre d'entre nous avons été touchés dans les communautés côtières aussi. Je parlerai beaucoup des communautés côtières parce que leur situation me touche beaucoup. Ça coûte très cher de vivre dans ces communautés, vous savez, et d'avoir accès à des aliments nutritifs, c'est très cher. C'est différent pour moi. Je vis à 1 heure d'un supermarché, mais c'est quand même envisageable. Je peux aller à un supermarché où j'ai des aliments à un coût plus raisonnable que ces communautés très éloignées. Alors, le mythe par rapport à ces communautés, c'est que elles cherchent constamment des subventions. Je pense qu'il faut peut-être voir le coût de la vie dans ces communautés éloignées de manière plus équitable pour
encourager les Canadiens et les Canadiennes à faire preuve de plus d'ouverture d'esprit pour trouver une solution plus équitable pour tout le monde. Miigwech. Merci. Alors, ce que je vous entends dire, c'est que les gens ont beaucoup de préjugés, beaucoup d'a priori. Par exemple, Loli nous dit que les gens présument que la violence est culturelle. On sait tous que ce n'est pas le cas. La violence est structurelle et c'est une question de pouvoir. Ce n'est pas parce que vous appartenez à une communauté culturelle que vous êtes plus susceptible d'être violent. Et une autre présomption que j'entends de la part de Eileen, c'est le cas des personnes qui ne vivent pas dans une communauté qui diront à quelqu'un qui appartient à une autre communauté, « Ah, avez-vous essayé A, B ou C? » pensant qu'ils ont déjà des solutions à leurs problèmes. Alors, je pense à ce que vous dites au sujet des communautés éloignées qui sont l'objet de catastrophes naturelles. Vous n'avez qu'à déménager sans penser à la logistique, au coût, à l'attachement au territoire. Alors, je vous remercie toutes les deux d'avoir répondu à cette question au sujet de certaines choses qu'on veut démystifier lorsqu'il est question de planification d'urgence et de gestion de crise. Et cela nous ramène à notre dernier point. Mais d'ailleurs, avant de passer à ce dernier point, une chose que j'ai oublié d'évoquer, c'est que la crainte des vaccins était très réelle pour les communautés racialisées, noires et autochtones. Et ça, c'est directement lié à une mauvaise confiance à l'endroit des institutions. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la stérilisation forcée dans toutes ces communautés. Nous avons vu des stérilisations forcées partout sur la planète, mais surtout aussi en Amérique du Nord, auprès des communautés autochtones, auprès des communautés noires, auprès des communautés racialisées. Et cela est associé à la primauté de la race blanche, c'est-à-dire qui est digne de donner la vie. C'était la théorie de l'eugénisme. Alors, comme Loli le disait, et cela explique pourquoi certaines personnes n'acceptent pas un vaccin provenant d'une institution, enfin, pas d'emblée. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Eileen disait que il fallait appliquer une lentille culturelle aux efforts de vaccination. Il fallait appliquer la lentille culturelle à la vaccination au départ, et ça n'était pas dans les plans initiaux. Alors, avant que je ne passe à notre dernière question de ma part, du moins, je voulais rappeler à notre public que si vous avez des questions pour nos conférencières, servez-vous de la fonction de questions et de réponses au bas de l'écran. Et une fois qu'on passera à la période des questions, je commencerai à les lire et je les poserai aux conférencières. Alors, la dernière question que j'ai préparée pour vous, en période de crise, bon, évidemment, beaucoup de gens qui sont loin de la situation, qui ne sont pas du tout proches, par exemple, de la communauté de Eileen ou des personnes qui n'ont pas vraiment de lien avec le travail réalisé par Loli et son organisme auprès des réfugiés. Ces personnes veulent paraître comme des sauveurs, ce qui est très préjudiciable et c'est une attitude très coloniale. Pensez aux personnes qui veulent simplement sauter dans le feu de l'action. Ils veulent aider sans penser, sans réaliser qu'ils causent peut-être plus de dommages que de bien. Alors, pour nos conférencières, une chose que je voulais savoir de votre part, c'est comment cela se manifeste-t-il dans votre travail et comment est-ce que vous composez avec cela? Eileen, voulez-vous commencer? D'accord. Alors, dans une situation comme celle-là, je vais de nouveau parler de mon expérience d'évacuation.
que nous avons fait, en fait, c'est qu'on avait un montant partiel et total. On a sorti la majorité des gens qui étaient les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes qui avaient des maladies chroniques. On a pu les évacuer. Ce sont les premières personnes qu'on a évacuées vers les hôpitaux du Sud. Alors, en discutant avec les autorités provinciales, on a ouvert la porte à la communication avec tous les partenaires qui étaient l'objet du décret gouvernemental. Alors, la ville de Timmins, je vais dire la ville de Timmins parce que c'est là où j'ai une expérience. Alors, que s'est-il passé dans la ville de Timmins? La ville était vraiment ouverte à l'idée de nous aider, mais notre communauté était déjà très forte en gestion d'urgence et on voulait, nous, être responsables de notre communauté. Alors, on a éliminé la participation de la ville de Timmins parce que la ville de Timmins voulait délocaliser les personnes les plus vulnérables. Ils voulaient envoyer nos aînés dans une ville à 200 km, un autre aîné à 300 km parce qu'ils ne pouvaient pas tous être dans le même établissement de longue durée. Et on a dit non, ça, ce sera encore plus préjudiciable pour ces personnes. On a apprécié l'offre, cette tentative de nous aider, mais on a pris le contrôle. On a dit non, on va s'occuper de nos propres gens nous-mêmes. Ça, c'était important pour nous. On voulait rester ensemble. Autrement, on aurait eu plus de problèmes avec leur santé mentale, le deuil, etc., etc. Vous savez, si vous êtes séparé de votre famille, vous vous souciez de votre famille, vous ne savez pas comment elle va, on ne voulait pas occasionner encore plus de chaos pour ces personnes. Alors ça, c'est une expérience qu'on a vécue à Timmins et depuis, on a fermement dit que notre Première Nation devait avoir le contrôle dans ces situations. Et c'est positif. Vous savez, quand on parle de colonialisme, pendant des années, les Premières Nations ont été colonisées. Alors, c'est un moyen pour nous de reprendre les rênes de notre destin et de lutter contre le colonialisme. C'est en produisant ces plans nous-mêmes qu'on peut s'occuper des nôtres. On examine leurs besoins et on conçoit des plans qui nous conviennent. Et le mot d'ordre, c'est permettre à la communauté de rester ensemble. Oui, ce qui est important, c'est que l'on puisse contrôler ce qui se passe dans nos propres collectivités. Chez nous, le paternalisme existe toujours. Nous avons été déracinés, nous sommes dans un pays que nous ne connaissons pas la culture, etc. Puis, on nous dit, on va vous donner des outils, mais en fait, ils essaient de nous dire ce qu'il faut faire. Alors, quand la pandémie s'est aggravée, on a vu ce qui suit. Nous venons de pays du Sud. La colonisation, il existe toujours, on est toujours colonisé parce que les gens viennent chez nous pour exploiter la terre. Et c'est pour cela que les gens vont à la recherche d'un lieu sécuritaire. Nous avons la politique que nous offrons des outils. Nous essayons d'expliquer, même dans la formation du personnel et même avec les bénévoles, que nous sommes des êtres humains, nous sommes pareils, sur un pied d'égalité. Vous offrez des renseignements de telle façon que la personne peut prendre sa propre décision. Je vous donne un exemple. Quand il y a de la violence conjugale, on explique aux femmes comment quitter la situation, un plan de sécurité, ce qu'on donne en fait. Il s'agit d'un cycle fréquemment
il n'y a pas assez de ressources pour qu'elles se sentent en sécurité. Donc, elles retournent auprès de la personne qui crée les sévices, qui les abuse. Et donc, nous restons avec les portes ouvertes, on donne toutes sortes d'outils, on les invite à faire partie d'activités parce que nous venons de pays où on a connu une colonisation, où il y a eu des invasions de la part des pays occidentaux, où on vient nous dire ce qu'il faut faire. Mais dans notre organisation, nous essayons de dire non, voici les renseignements, voici quels sont vos choix. Il y avait un défi. Beaucoup de personnes sont statues, eh bien, et devait comprendre la pression systémique. On comprend qu'il fallait faire quelque chose avec l'immigration, mais ces personnes n'étaient pas prêtes. Donc, cela entrait en conflit avec le système. On disait non, un instant, la personne n'est pas prête. Attendez que cette personne prenne la décision. Quand c'est le cas, nous sommes là pour les appuyer. C'est comme cela que nous avons vu qu'il fallait davantage fournir les renseignements. Et ça, c'est notre expérience depuis toujours, disons. Oui, tout à fait. Évidemment, la colonisation a créé des problèmes pour plusieurs personnes et continue de le faire. Et nous voyons cela, les séquelles, parce qu'on n'a pas l'occasion de faire ce qui est bien pour nos collectivités, mais on suppose que l'on ne sait pas à quoi cela ressemble. Donc, il y a beaucoup de paternalisme, il y a également un volet d'hypothèses genrées là-dedans. Alors, autre chose que j'ai compris dans ce qu'Aline a dit, oui, merci, mais non merci. Et vous savez, c'est très autonomisant, très habilitant de pouvoir dire non aux établissements difficiles à faire fréquemment. Non seulement est-ce difficile, mais c'est un peu violent donc de réagir aux établissements. Donc, ils peuvent donc réagir, disons, de façon violente, entre guillemets. Mais quand on est maître de soi et de ce que l'on fait, ça habilite le monde. On sait ce qui est le mieux pour nous et on peut leur dire ne pensez pas que vous ne pouvez pas diviser les aînés, les envoyer par-ci par-là sans qu'il y ait un système de soutien sur place, sans savoir où les autres personnes vont se trouver. Et en ce faisant, on crée davantage d'isolement pour ces personnes et leurs proches. Qu'est-ce que j'ai également compris d'après ce que vous avez dit? Continuellement, donc on vous dit ce qu'il faut pas faire. C'est primordial, surtout pour les personnes qui ne font pas partie des différentes collectivités noires et autochtones ou racialisées. Mais ces personnes disent, mais j'ai des solutions, j'ai des pensées. C'est tellement important de prendre du recul et d'essayer de savoir quel est votre rôle à jouer. Est-ce d'accompagner quelqu'un? Est-ce d'être derrière quelqu'un pour les appuyer ou est-ce que c'est de ne pas être présent et de partir et de laisser de la place à ces personnes? Voilà, ça c'est des choses avec lesquelles il faut composer lorsqu'on parle de cette optique ou lentille de la race critique, que l'on parle de soins, de gestion de crise, mais beaucoup de personnes restent dépourvues quand on se trouve en situation de crise. Formidable cette discussion. Merci.
Alors, maintenant, nous allons laisser donc au public poser des questions et je vais lire la première question. Eh bien, quelqu'un a dit que Aline a mentionné qu'elle suivit des cours ou une formation. Je me demande si elle veut bien dire elle a trouvé un cours et comment est-ce qu'elle a financé les coûts. Eh bien, la formation où je suis allée et qui n'existe pas plus d'ailleurs, c'était par les services techniques des Premières Nations. C'est une société qui offrait les cours dans le domaine de gestion des urgences. Mais il y a une autre société qui existe. Je ne connais pas. ISN Macquarie, je ne sais pas exactement ce que les initiales veulent dire, mais ils ont une formation qui se profile à l'horizon et qui sera tenue à Sainte-Marie en avril. C'est gratuit. Ils vont couvrir les frais d'hébergement, les repas, mais vous devez arranger le transport pour vous rendre sur place. Fréquemment, nous suivons des cours de l'Université de la Colombie-Britannique où il y a beaucoup de modules de gestion en cas d'urgence et on peut avoir accès à ces cours en ligne. Merci. C'est bien. Nous sommes toujours sur Zoom. Eh bien, une chose que moi j'ai voulu poser comme question, et moi j'attends de voir s'il y aura d'autres questions, mais il y a une question qu'on vient de poser. On dit qu'on a l'impression qu'on est dans une ère de crise, donc sécurité économique, pandémie, etc. Comment est-ce que vous évitez de vous enliser ou est-ce que vous allez trouver de l'espoir? Je vois que tout le monde a fait le même visage, même grimace, si vous voulez. Eh bien, c'est en travaillant ensemble avec la communauté. Vous savez, ce n'est pas juste pendant la pandémie, mais vendredi dernier, lorsque le gouvernement du Canada euh, donc, a essayé de renvoyer des personnes aux États-Unis quand ils essayaient de traverser la frontière. Il s'agissait de l'espace sécuritaire pour les personnes. Mais quand on est unis, quand on est ensemble, il y a de l'espoir. Quand, vous savez, quand vous travaillez sur des affaires et puis vous avez gain de cause, ça donne de l'espoir également quand ça aboutit comme on veut. Mais je crois en l'humanité, je crois en les femmes et je crois en la solidarité. Nous travaillons, nous marchons côte à côte, comme cela nous pouvons créer un mur pour continuer à lutter contre les crises créées par les systèmes, en fait. Eh bien, en ce qui me concerne, nous reconnaissons et célébrons les petites réalisations. C'est important de valider ces petites choses qui ont un grand impact et cela change l'environnement ou le milieu, si vous le voulez. Ça peut également renforcer votre propre santé mentale. Qu'est-ce que moi je fais? J'ai tendance à... J'aime lire, disons. J'aime passer du temps en faisant mes pratiques traditionnelles. Ça, c'est mon espace de paix. C'est mon endroit spécial, si vous voulez. C'est ce que l'on peut offrir aux membres de la communauté. Beaucoup de ces personnes se remettent à faire leurs pratiques traditionnelles et ça réchauffe le cœur. Prendre le temps pour soi-même est important. Il faut reconnaître que de l'auto-soin
est crucial, surtout quand on est aidant. Merci. Merci, vous deux. Quelle question formidable sur laquelle on peut terminer cette période de questions et réponses. De l'espoir peut ressembler à plusieurs choses, beaucoup de choses, donc grand espoir, petit espoir. Eh bien, selon moi, vous deux, vous avez parlé des espoirs qu'on avait pour vos communautés, mais l'espoir que vous avez sur le plan individuel, il ne faut pas l'oublier. Nous faisons partie d'un écosystème, n'est-ce pas? Nous nous alimentons les unes les autres et on ne peut pas verser quoi que ce soit si la coupe est vide. Il faut toujours mettre du liquide dans sa propre coupe et ouverte. Ce travail composé avec des catastrophes, des émergences, ce qu'Aline fait, ce que Loli fait, ce que d'autres personnes qui écoutent font dans la vie, c'est du travail très intense. Il s'agit de s'occuper des autres. J'espère que les gens qui font ce genre de travail deviennent moins invisibles, deviennent plus visibles. Donc, c'est nécessaire. Et donc, nous allons terminer là pour la portion des questions et réponses. Merci pour les questions que vous venez de donner. Alors, pour le reste de la journée, je vais céder la parole à Adriana qui va présenter ses travaux. Elle prend des notes et elle fait des illustrations, elle est graphiste. Alors, Adriana, à vous. Bonjour, ce fut un plaisir d'être avec vous, d'écouter Eileen et Loli apprendre ce qu'elles ont communiqué. Quand j'ai commencé à faire ce dessin, je me suis dit que c'était un cheminement, que la gestion des catastrophes et des urgences est un processus et que cela exige des stratégies pour répondre à des besoins évolutifs. Et au sortir de la pandémie, nous voyons les répercussions de la COVID. Quelles sont les répercussions des mesures qu'on a prises pour rester en sécurité? Un grand nombre de nos communautés ont été durement touchées par la COVID. Le long du parcours, vous verrez que je vais rajouter des éléments. Alors, le long de ce chemin, il y a des éléments clés qui ont été évoqués, qui sont essentiels pour que ce travail suive son cours. Entre autres, que la culture fasse partie du plan de sécurité. Quand nous sommes déstabilisés, que nous sommes confrontés à quelque chose de difficile, que cela occasionne un traumatisme, un moyen de trouver une situation plus paisible, c'est de renouer avec sa culture. Et ça, c'est étroitement lié à la santé mentale et au soutien en santé mentale qui doivent aussi être sensibles à la culture. Et tout cela serait impossible si on ne répond pas aux besoins de première nécessité. Mais il s'agit aussi de rappeler aux gens quels sont leurs droits et quelles sont les ressources disponibles. Cela a aussi été évoqué dans certains des écarts que vous voyez au milieu de mon dessin. Le fait que les personnes n'ont pas pu recevoir des soutiens en raison d'obstacles linguistiques, pas seulement les langues officielles, mais parfois la publication des renseignements n'est pas faite en langage clair. Et le fait que le financement est disponible, mais n'est pas disponible pour tout le monde. Il y a trop d'obstacles à l'accès des soutiens minimaux qui sont mis en place soit par les gouvernements provinciaux ou par le gouvernement fédéral.
Deux choses que je souhaite aussi mettre en lumière, non, trois. D'abord, la conversation au sujet du deuil et le fait que le deuil se cumule, soit parce qu'on a une perte de lien avec sa communauté, pour un grand nombre d'entre nous comme immigrants aussi, le fait que on sait que d'où on vient, les gens vivent des moments difficiles parce qu'ils ont moins de ressources et en raison du colonialisme, mais tandis que nous continuons d'en faire la preuve tous les jours, lorsque le système échoue, nous réagissons en communauté et c'est notre force. En bas à gauche, vous trouverez deux choses qui ont été présentées lors de cet atelier. Il faut continuer de rappeler à tout le monde que nous ne sommes pas une arrière-pensée. Nos besoins doivent être pris en compte et aussi qu'on trouve espoir dans notre solidarité, nos actions collectives. C'est petit à l'écran, mais ce sera plus grand, évidemment, en vrai. L'importance de veiller à ce que les travailleurs des soins, des services de soins, soient plus visibles. On en a parlé lorsqu'il a été question de nos relations entre nous, c'est-à-dire de toujours prendre soin de soi et des autres. Il faut créer des espaces ouverts où on peut parler de sujets difficiles, mais aussi des espaces plus bienveillants où on continue de faire passer notre bien-être devant le reste. Je pense que j'en resterai là, mais ce fut un honneur pour moi d'être avec vous et j'espère que cette illustration sera un rappel ou un souvenir, quelque chose qui vous rappellera les apprentissages d'aujourd'hui. Merci. Formidable. Merci, Adriana. C'était extraordinaire. On apprécie beaucoup votre travail dans la boîte de clavardage. Alors, ça représente vraiment une illustration de ce que nous avons évoqué. Une chose que j'aimerais que vous fassiez, c'est, bon, laissez-nous vos coordonnées dans la boîte de clavardage au cas où les gens voudraient vous contacter, surtout si les gens cherchent un graphiste. Alors, on espère que vous laisserez vos coordonnées pour qu'on puisse vous contacter et surtout que on espère que vous continuerez d'utiliser votre art pour communiquer. Alors, voilà qui conclut notre séance. Il est 17h53. Merci à tout le monde. Je souhaite simplement applaudir tout le monde, applaudir surtout nos conférencières. Merci. Loli, merci beaucoup d'avoir partagé vos connaissances. Eileen, merci pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Vous faites vraiment un travail formidable et c'est formidable de voir que certaines communautés s'en sortent mieux parce que vous en faites partie. Alors, merci, merci pour votre travail. Merci, Adriana, pour cette magnifique illustration. Je m'impatiente de la voir en personne. Et sur ce, je cède la parole à Dorothy. Merci. J'ai essayé de trouver le mot. Vous avez si bien animé cette séance. Votre voix est si posée, votre approche est si centrée sur la personne. Laissez-moi le dire en français, c'est plus facile. Ce que je veux dire, c'est que tu as réussi à prendre des enjeux tellement difficiles, tellement polarisants, tellement blessants et à rendre cette conversation tellement humaine, tellement inspirante. Et bien sûr, grâce à Eileen, grâce à Loli et surtout aussi grâce à Adriana. Alors, vous quatre, l'une dans l'autre, vous avez vraiment centré la conversation sur la personne. Vous dites, c'est
c'est parfois difficile de se rappeler qu'il existe de l'espoir. Eileen le disait que parfois la tasse est vide. Alors, c'était formidable de voir comment on a rempli sa tasse. Alors, je vois dans la boîte de clavardage qu'on a beaucoup apprécié vos mots. Et Adriana, je reviens vers vous. Ce que vous avez créé est absolument magnifique. Je n'ai jamais vu une illustration aussi représentative d'une conversation pourtant si intense. Vous lui avez donné une représentation concrète et je suis certaine que ce que nous verrons demain permettra de propulser les conversations vers l'avant. Pour les personnes qui étaient absentes aujourd'hui, cela permettra sans doute de donner une apparence concrète aux choses que nous avons évoquées aujourd'hui. Alors, merci à vous toutes. Voilà qui met fin à notre journée. Nous avons eu une après-midi très chargée. Alors, à présent, on aimerait que vous alliez dans la boîte de clavardage, que vous preniez quelques minutes pour remplir un tout petit questionnaire. C'est important pour nous de savoir comment s'est passée votre journée, s'il y a quoi que ce soit à améliorer, est-ce qu'il y a certaines choses dont devraient être saisies. Vous pouvez le faire dans le cadre de cette enquête. À côté de notre panel, en dehors de notre panéliste Adélie, je souhaite remercier notre personnel technique et aussi le public. Sans vous, il n'y aurait pas de sommet. Alors, merci infiniment d'avoir été des nôtres. Donc, un rappel, le sommet Renforçons nos communautés va se poursuivre demain. On va commencer la session Zoom avec le même lien qu'aujourd'hui et on va débuter à 12h30 heure de l'Est tapante, donc à 12h30 PM précise. À compter de 13h heure de l'Est, nous allons accueillir 3 femmes extraordinaires qui sont des professionnels dans le domaine de la gestion des urgences. Elles se trouvent également à être des féministes et sont parmi les très rares professionnels dans le domaine qui travaillent sur la gestion et la réponse aux urgences, mais avec une optique intersectionnelle de genre. Donc, demain, on pourra savoir quel est le travail qu'elles ont effectué parce qu'elles ont travaillé sur une boîte à outils en collaboration avec la Fondation canadienne des femmes. Et cette boîte à outils, donc ces outils, ont été conçus spécifiquement en tenant compte de la lutte contre la violence fondée sur le genre. Et ça va aider votre organisation ou vos organisations à identifier les fonctions et stratégies qui sont essentielles pour pouvoir renforcer vos stratégies contre les impacts des catastrophes et des urgences à l'échelle de la communauté. Donc, on espère que vous serez là avec nous de retour demain. Et si vous connaissez peut-être des gens qui étaient inscrits et inscrites et qui n'étaient pas présents ou présentes aujourd'hui, on vous invite à leur parler, à leur écrire, à les appeler pour les inviter à revenir demain. Et par la suite, après cet atelier, ce sera la deuxième plénière d'Ottawa en direct. Colette Senior, PDG de la Fondation des femmes, sera présente avec des représentantes d'organisations communautaires et d'organisations nationales qui ont fait partie du redressement suite à la pandémie et l'intervention d'urgence à la pandémie au départ. Alors, on espère se retrouver demain. Alors, laissez un mot ou deux dans la boîte de clavardage, s'il vous plaît, avant de nous quitter pour nous parler de ce que vous avez pensé de cet événement. Faites-le tandis qu'on termine et n'oubliez pas aussi de remplir notre petit questionnaire. C'est très important pour notre équipe de savoir ce que vous avez pensé de la journée. Merci infiniment et nous nous retrouverons demain.